I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Tableau de bord. Hajar Chafai. Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro Tableau de bord, votre émission économique hebdomadaire sur Atlantic Radio. Cette semaine, on reçoit Amine Dioli, responsable PME chez Inforisque. Amine Dioli, bonjour. Bonjour Haja. Alors, on parlera avec vous des PME, leurs contraintes, leurs difficultés, le soutien aux PME. Mais avant, on vous demandera de commenter l'actualité économique de la semaine. Et on écoute à ce propos la synthèse économique préparée par Shaib Hamadi. Dans l'actualité économique cette semaine, la société gestionnaire de la bourse de Casablanca qui a un nouveau tour de table. Les banques prendront une participation directe de 39%. Il y aura également l'entrée au capital de la CDG à hauteur de 25% et des assureurs avec 11%. Enfin, Casa Finance City aura 5%. L'ouverture du capital de la place casablancaise devra donner un nouveau souffle à la bourse des valeurs. Ce prêt de la KfW au groupe Crédit Agricole du Maroc, 530 millions de dirhams accordés par la banque allemande. Finalité, soutenir et accompagner les très petites et moyennes entreprises, principalement dans les régions rurales. Le groupe Crédit Agricole s'engage de son côté à financer les investissements des TPME. Le projet de loi sur la libéralisation du secteur des hydrocarbures a été présenté hier à la première chambre et déjà les professionnels du secteur le jugent très sévère. Le nouveau texte apporte de nouvelles restrictions sur la qualité des produits pétroliers et autres mesures en cas de rupture de stock. L'amende peut atteindre jusqu'à 5 000 dirhams le mètre cube. En cas de récidive, la pénalité sera triplée. Et la troisième fois, ce sera la fermeture et le retrait définitif de la licence. Et toujours concernant les produits pétroliers, le ministre de l'Énergie et des Mines affirme avoir pris les mesures nécessaires pour assurer l'approvisionnement du marché. Abdelkader Amara a expliqué que le marché national dispose d'un stock de réserve de 30 jours. Concernant la crise à la Samir, le ministre de l'Énergie a critiqué la gestion du raffineur et déploré l'abus des financements à court terme pour réaliser des investissements sans même injecter de nouveaux capitaux. Et d'ajouter que les autorités marocaines ne céderont à aucune pression ou chantage concernant la sécurité énergétique du pays. Pour lui, la solution du problème passe impérativement par le règlement des dettes de la Samir, une dette qui a atteint 42,5 milliards de dirhams à la date du 5 août. Enfin, un bon point pour le Maroc. Le pays a été classé 62e parmi 189 en termes de climat fiscal. C'est mieux que l'Italie ou même la France. C'est ce qui ressort de l'étude Paying Tax 2016, rapport de la Banque mondiale et du cabinet d'audit PwC sur les régimes fiscaux dans le monde. Des avancées en termes du temps qu'il faut à une entreprise pour payer et déclarer ses impôts et le nombre d'impôts qu'elle doit s'acquitter. Voilà, c'était la synthèse économique de la semaine préparée par Shaib Hamadi. On passe aux commentaires donc avec Amine Dioli. Alors, on va parler de la bourse de Casablanca qui recherche un nouveau souffle après plusieurs années de difficultés, de manque de liquidité. Alors, un nouveau tour de table avec les banques comme actionnaires, la CDG ou encore Casa Finance City. Est-ce que éventuellement ça pourra rapporter ce nouveau souffle que cherche-t-on à la place casablancaise? Vous avez exactement résumé la situation, c'est un nouveau souffle. Imaginez la situation. Aujourd'hui, la bourse de Casa, c'est 74 entreprises. C'est très faible rapporté à des pays voisins, par exemple la Jordanie, la Turquie et l'Égypte. C'est presque entre 180 et 200 entreprises cotées. Le Maroc, c'est seulement 74. Le deuxième chiffre que je voulais citer, c'est lié aux émissions d'actions. Imaginez que sur la période 2004-2014, seulement 8 milliards de dirhams ont été émis via la bourse auprès de sociétés privées, non immobilières et non financières. 8 milliards seulement sur 10 ans, c'est très très faible. Et sur le marché de la dette privée, c'est-à-dire obligations et billets de trésorerie, 60 milliards, ce qui représente à peine 8% de l'encours de crédit.
Donc ces chiffres montrent déjà qu'il y a un problème et que justement ce nouveau tour de table sert à redynamiser la bourse de Casablanca. C'est une très bonne idée de refaire ce tour de table. Pourquoi? Déjà, on voit que les banques et assurances représentent maintenant 50% du capital de la bourse. C'est une bonne chose. Pourquoi? C'est intéressant parce que ces deux secteurs centralisent énormément d'épargne. L'idée, c'est quand même de mobiliser l'épargne des particuliers et des entreprises vers la bourse. Donc, intéresser les banques au capital de la bourse de Casablanca, c'est une bonne façon de les motiver. On va parler de ce prêt accordé par la banque allemande KfW au groupe Crédit Agricole. Alors on parle de 530 millions de dirhams et le groupe Crédit Agricole s'engage à financer les investissements des TPME, surtout dans le milieu rural. Mais à part ce prêt, il y a eu également la signature d'un contrat de financement entre la CDG et la banque allemande, une ligne de financement pour les PME également, 1,6 milliard de dirhams. Alors j'aimerais vous poser la question, depuis longtemps, des bailleurs de fonds octroient des prêts, des enveloppes aux PME, mais est-ce qu'aujourd'hui l'impact est là? Non, clairement l'impact n'est pas encore là. Heureusement pour nous, le sujet de la TPE, de la PME est devenu un sujet à la mode. Tout le monde en parle, les banques se mobilisent, l'État se mobilise également, donc on peut espérer voir les choses bouger. Alors, dans les faits, c'est vrai, quand on regarde le bilan moyen d'une TPE ou d'une PME, la partie en cours bancaire ne représente à peine 5% de leur bilan. Tout le reste, c'est des fonds propres et des comptes courants d'associés, et très peu, quasiment rien de crédit bancaire. Évidemment, il y a le crédit interentreprise, ça on en parlera par la suite, ça c'est un autre problème. Fiscalité, ce qui est très important aussi pour toutes les entreprises, également les PME. Alors il paraît que le Maroc est bien placé, il est à 63e place, mieux que l'Italie et la France, Chaïb Hamadi l'a dit. Pourquoi cela? Parce qu'il y a déjà le temps pour payer ses impôts qui a été réduit avec le temps, et c'est avec l'informatisation. D'ailleurs, l'informatisation qui a permis également de limiter les opportunités de corruption, pour reprendre les termes de ce rapport Paying Taxes 2016. Alors le deuxième critère, c'était le taux d'imposition qui reste quand même élevé au Maroc. Et puis le troisième critère du rapport, c'était par rapport au nombre d'impôts qu'on paie. Au Maroc, par exemple, on paie 6 impôts. Ouais. En Côte d'Ivoire, on est à 63 impôts. Une entreprise, elle a 63 impôts à payer par an, ce qui est énorme. Est-ce que vous êtes d'accord? On est bien en termes de fiscalité au Maroc? Alors, il faut relativiser tout ça, parce que quand on compare par exemple la France et le Maroc en termes d'imposition, certes, la France est beaucoup moins bien classée que le Maroc, mais il faut voir aussi ce que ça couvre derrière. C'est-à-dire que les entreprises françaises payent beaucoup de cotisations sociales, payent beaucoup d'IS, mais derrière, il faut voir aussi ce que les particuliers en retirent en termes de protection sociale. Donc, il y a quand même une contrepartie qu'on trouve. Maintenant, par rapport à ce classement, ce qui est intéressant, plus que l'évolution du classement en valeur absolue, c'est plutôt de voir le positionnement du Maroc par rapport aux autres pays. Par rapport aux pays maghrébins, donc le Maroc est quand même mieux situé que l'Algérie et la Tunisie. Au niveau africain, c'est un peu moins bien. Le critère principal que je regarderais, c'est plutôt le taux d'imposition moyen. Qui est près de 49%. 49% Maroc, 41% voilà. Au niveau mondial. Oui. Alors, à mon avis, c'est surtout ça qu'il faut regarder, et l'importance de ce taux. Pourquoi? Parce que c'est important pour le Maroc en termes d'IDE. Les investisseurs étrangers, quand ils veulent s'implanter au Maroc, ils regardent le taux d'imposition, ils vont regarder ce qu'ils vont payer à l'avance. Évidemment, ça a un impact considérable. Je citerai l'exemple de l'Irlande, par exemple, au niveau de l'Union européenne. C'est un pays qui fait du dumping fiscal, tout simplement parce qu'il a compris l'intérêt d'avoir un taux de fiscalité très bas et de voir des entreprises s'implanter sur son territoire. Donc l'intérêt pour le Maroc, c'est évidemment d'essayer de réduire ce taux d'imposition et d'attirer davantage d'investisseurs. Au niveau entreprise, c'est aussi important. Je veux dire, si sur un chiffre d'affaires de 100, l'entreprise marocaine moyenne paye 49 et une entreprise d'un autre pays paye 40, il est évident qu'en termes de compétitivité, l'entreprise marocaine sera moins forte, puisque les charges se répercutent automatiquement sur le prix de vente.
Et d'ailleurs, vous avez dit il faut voir ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière aussi, c'est que la pression fiscale reste élevée au Maroc, et que, vu que l'assiette fiscale est très limitée et que ce sont toujours les mêmes qui paient. Ça aussi, ça rentre en considération quand on parle d'imposition, j'imagine. Ah, effectivement, ce que vous dites est tout à fait vrai. On sait très bien aujourd'hui que 80% de l'IS au Maroc est payé par 10 grandes entreprises marocaines. C'est une réalité aujourd'hui. On n'a pas de chiffres malheureusement, on parle de 2% de sociétés marocaines qui paient 90% de l'IS. Au niveau de la DGI, ici, on a quelques chiffres quand même. Il y a quelques chiffres dans ce sens-là. Oui, qui vont dans ce sens-là. Il y a aussi un autre problème à laquelle il faut s'atteler, c'est la lutte contre les fausses déclarations. Puisqu'aujourd'hui, on se rend compte aussi que près des 2/3 des entreprises marocaines déclarent un résultat fiscal nul ou déficitaire. Et donc forcément, elle ne paye pas d'impôt ou un impôt minimal. Justement, par rapport à ça, le projet de loi de finances avait prévu de pénaliser carrément de prison ces fraudes, mais finalement ça a été supprimé avec un accord commun entre les parlementaires et le gouvernement. Vous pensez quoi de cette pénalisation ? C'est une bonne chose qu'on ait enlevé la peine de prison. Je pense que le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale est suffisante. Du fait de la dématérialisation de la déclaration et du paiement en ligne, les agents fiscaux seront davantage disponibles pour faire des contrôles et à mon avis, ce sera plus efficace pour lutter contre la fraude fiscale. La peine de prison, bon, certes, ça fait peur, mais est-ce qu'on mérite 5 ans de prison parce qu'on a fait une déclaration erronée ? Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur juste valeur. Toujours faut-il avoir les moyens humains, les ressources humaines pour avoir assez d'agents pour vérifier derrière. Oui, bien sûr. Pour faire le contrôle fiscal. Bien sûr. Mais en tout cas, ces agents, par rapport à ce qui se passait jusqu'à présent, auront davantage de temps pour se consacrer à repérer justement les cas litigieux. Avec l'informatisation, justement. Avec l'informatisation, tout à fait. Très bien. Les 13 minutes se sont déjà écoulées. C'est passé vite. Très vite. Alors on passe maintenant au scan sectoriel. Le scan sectoriel. Alors on le rappelle, notre invité c'est Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. Alors les PME représentent plus de 90% du tissu économique marocain et contribuent à 50% à peu près à l'emploi, mais à peine à 28% au PIB. Pourquoi elles représentent si peu dans la création de richesses ? Alors je voudrais juste rectifier un point. La très petite entreprise représente 80%, la petite 10%, ce qui fait que si on considère les entreprises entre 0 et 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires, ça représente 90% du tissu économique marocain. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la faible valeur, c'est une question aussi d'opportunité, c'est une question de chiffre d'affaires, c'est une question de marge. À ce niveau-là, c'est vrai que les TPE et les PME sont fortement pénalisés en ce moment. On considère que les TPE, alors une étude Inforisque qui a été réalisée cette année montrait que leur chiffre d'affaires avait baissé de près de 12% entre 2010 et 2013. Et pour la PME, c'était 17%. Donc on voit qu'aujourd'hui, elles souffrent énormément. Le deuxième point, c'est un très large resserrement de leur marge. C'est-à-dire qu'elles vendent, mais derrière, elles gagnent beaucoup moins d'argent. Et pourquoi cette baisse de chiffre d'affaires et de bénéfices ? Alors on est dans un effet conjoncturel, plusieurs éléments. Celles qui réussissent à exporter, les principaux pays vers lesquels on exporte, la France, l'Union européenne en général, ces pays sont en train de se remettre de la crise qu'elles sont en train de subir. Au niveau interne, on est dans une phase, les acteurs économiques sont dans une phase de resserrement de leurs dépenses, notamment l'État, avec la compensation, donc moins d'argent redistribué auprès des ménages par exemple, donc moins de consommation, donc forcément c'est un impact sur la demande. Il y a déjà ce lien cause à effet avec la décompensation et... Il faudra le voir. Non, on le voit pas tout de suite dans les chiffres. On le verra les prochains mois, notamment avec les prochaines déclarations 2015. Mais bon, déjà ça, c'est un élément. Et puis pour les TPE-PME, il y a quelque chose de très important, c'est l'informel. C'est la lutte contre l'informel. C'est-à-dire qu'une entreprise qui déclare son imposition, elle a des charges à payer, ce qui n'est pas le cas pour les entreprises qui travaillent au noir. Et donc forcément, elles ont moins de charges, donc forcément, elles vendent moins cher. Est-ce qu'on a des chiffres par rapport justement aux PME, TPE qui paient leurs impôts ? Alors je reprendrai le chiffre de la DGI
Alors aujourd'hui, c'est 160 000 entreprises qui déclarent leur IS au niveau de la Direction générale des impôts. Au total, Au avec total. les grandes entreprises, les moyennes et les petites. Oui, D'accord. je parle de personnes morales qui déclarent l'IS. Donc aujourd'hui, c'est 160 000. Là-dessus, il y en a près de 2 tiers qui déclarent un résultat imposable nul ou déficitaire. Donc elles vont payer la cotisation minimale sur le chiffre d'affaires. Et donc on sait qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'IS est payé par les grandes entreprises. Quelques grandes entreprises marocaines qui sont surtaxées par rapport aux autres. Et donc évidemment, dans ce contexte-là, la réforme qui est prévue au niveau de la loi de finances sur les nouveaux taux les nouvelles tranches de l'IS, c'est une réforme qui peut apporter quelques ajustements. Justement, est-ce que le fait que les TPME ne payent pas leurs impôts, c'est question de culture d'entreprise au Maroc ou c'est parce que les impôts il y a une forte imposition? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Jusqu'à présent, c'est vrai que il y avait une barrière qui était la barrière d'un résultat fiscal de 300 000 dirhams. En dessous, on payait 10%. Au-delà, on payait 30%. La barrière était un peu trop grande, entre moins de 300 000, plus de 300 000. Aujourd'hui, on rajoute des tranches intermédiaires pour que ce soit moins douloureux. Donc, inciter les entreprises à déclarer leurs bénéfices réels. Donc ça, c'est effectivement le premier point. Le deuxième point, c'est aussi culturel. J'avoue que on essaye de je pense que pour avoir rencontré pas mal de dirigeants d'entreprises, cette volonté quand même de minimiser l'impôt qu'on reverse à l'État. Peut-être parce que derrière, on attend des résultats, on paie un impôt et en face, on a une bonne école, on a de l'infrastructure, on a des hôpitaux. C'est un peu ça aussi qui rentre. C'est un peu philosophique là. Non, pas du tout. Pas du tout, mais je pense que c'est beaucoup plus opportuniste que ça. C'est-à-dire que simplement, le dirigeant d'entreprise essaye de conserver son train de vie, tout simplement. Moins il en reverse à l'État, plus il en garde pour lui. Je pense qu'aujourd'hui, on en est là. Après, la question des dépenses publiques, l'utilisation des ressources vers des dépenses, c'est une autre question. Mais c'est pas philosophique du tout, c'est une très bonne question. Vous nous avez donné votre avis très clairement. L'une des problématiques ou peut-être c'est la problématique la plus récurrente, c'est l'accès au financement. Alors, dans un rapport, le FMI avait pointé du doigt le manque de financement pour les PME marocaines. Alors, pour l'institution, le Maroc est l'un des pays où la pénurie, je reprends ces termes, la pénurie de financement est de plus en plus importante. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, c'est vrai que l'encours de crédit global a très faiblement augmenté ces 2 dernières années. Et puis les bilans des entreprises montrent clairement qu'aujourd'hui, les banques prêtent très peu aux TPE et aux petites entreprises. Ça représente quasiment rien au niveau de leur bilan. Donc oui, c'est une réalité. Mais il y a un autre paramètre qui a été relevé par le FMI, vous me direz si vous êtes d'accord. Dans ce même rapport, l'institution explique que les PME marocaines ne sont pas très favorables aux services bancaires conventionnels et que 54% d'entre elles ont une préférence pour les services bancaires de la finance participative. Oui, c'est assez étonnant quand même. Après, alors aujourd'hui, ce que je dirais là-dessus, c'est que le taux de bancarisation est à peine de 64%. Ça, c'est les chiffres de Banque du Maroc. C'est-à-dire qu'il y a près d'un tiers des Marocains qui n'ont pas de compte bancaire. Ça, c'est un premier point. Maintenant, un autre sondage que j'ai lu qui disait que 80% des Marocains particuliers étaient prêts à acheter des produits de la finance islamique. Donc il y a un fort engouement, c'est évident. C'est lié aussi à des pratiques religieuses. On sait qu'il y a un bas de laine qui est très important pour les entreprises, qui ne rentre pas dans l'économie réelle, ou en tout cas qui ne passe pas par le système bancaire, et qui échappe au système bancaire et qui pourrait passer par la finance participative. Donc on peut considérer que oui, la finance participative peut être un complément de la finance conventionnelle. Ça peut être un levier supplémentaire. Alors il y a plusieurs leviers qu'on attend. On a parlé de la finance participative, le financement via la bourse pour les PME, un compartiment particulier, ça peut être aussi un apport supplémentaire. On sait aujourd'hui aussi que les banques ont un fort attrait pour la TPE, la PME. Donc, avec les financements qui arrivent de l'étranger notamment, on a des sources qui peuvent être distribuées à ce type d'entreprise. Donc, mon avis, cette année pourrait être une bonne année pour elle.
Vous dites que les banques n'octroient pas beaucoup de crédits aux PME, TPME. Il y a le gouverneur de la Banque centrale, Abdelatif El-Jouaili, qui a fait quand même du financement des TPME un cheval de bataille, je suis tentée de dire, avec des avantages accordés aux banques. Est-ce que ça a eu un impact? Bon, aujourd'hui, très clairement, les taux d'intérêt, même si on souhaite toujours qu'elles soient plus basses, les taux d'intérêt sont relativement bas. Donc ça, c'est déjà le premier cadeau, c'est-à-dire que les banques vont se refinancer auprès de la Banque centrale à des taux relativement bas. Et elles peuvent ensuite la distribuer dans l'économie via les prêts accordés à des taux avec une marge supplémentaire, mais qui vont rester relativement bas. Donc déjà, il y a ce premier cadeau, c'est-à-dire un taux d'intérêt qui est intéressant aujourd'hui. Mais est-ce que les banques sont réticentes à accorder des crédits aux TPME et pourquoi? Alors le problème reste toujours le même, c'est-à-dire que quand une TPME va voir son banquier, la première chose qu'elle lui demande, avant même de parler de business plan ou de quoi que ce soit d'autre, c'est d'apporter des garanties réelles. C'est-à-dire, ok, je vous accorde un prêt, mais derrière, je prends un nantissement sur votre fonds de commerce, je prends un nantissement sur un bien immobilier, sur quelque chose que vous possédez. Si jamais vous ne payez pas, je récupère ce bien. Et tous les chefs d'entreprise n'ont pas des biens à mettre en nantissement. Donc voilà, quelle est la principale problématique aujourd'hui. Et à votre avis, comment faire? Il faudrait qu'il y ait un fonds de garantie pour ce qui est déjà le cas avec le fonds de garantie de la CCG. Oui, voilà, exactement. La CCG aujourd'hui existe, elle est là pour ça. Maintenant, c'est plus une pratique. On a presque envie de dire aux banquiers, prenez davantage de risques. Faites davantage confiance aux entreprises. Mais c'est quand même le système bancaire qui ne peut pas prendre beaucoup de risques. Oui, je sais, c'est l'idéologie même d'une banque de ne pas prendre de risques, en tout cas de se couvrir. Mais bon, pas au-delà d'un certain niveau, sinon on bloque tout. Est-ce que l'introduction des PME avec un marché alternatif dédié aux PME à la bourse de Casablanca peut apporter un souffle pour le financement de ces entreprises ou pas? Ça peut apporter un souffle, mais ça remplacera pas le financement bancaire. Pourquoi? On sera jamais au même niveau que... Bon, déjà, quand on voit déjà le montant des émissions émises au niveau des grandes entreprises cotées en bourse, c'est 8 milliards sur 10 ans. Ça représente un pourcentage infinitésimal par rapport à l'encours bancaire. Donc même si beaucoup de PME rentrent sur ce nouveau compartiment, ça ne remplacera jamais le crédit bancaire. On a parlé de l'accès au financement comme étant une problématique récurrente des PME et des TPE. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres problématiques, un problème d'accompagnement, d'imposition? On en a parlé, et puis on parle finalement d'entreprises qui font travailler 50% des Marocains actifs. Je veux dire, l'enjeu est très important. Donc j'aimerais vous demander, pour finir, comment vous considérez la situation aujourd'hui de ces PME, TPE, et où est-ce qu'on va finalement avec 50% de la population active quand même? Ouais. Alors la situation est difficile, ça on peut pas le nier, les chiffres le prouvent. En termes de chiffre d'affaires, en termes de marge. On n'a pas parlé des délais de paiement, mais c'est, à mon avis, le point crucial. On peut en parler d'ailleurs. Avec des délais de paiement de près de 9 mois pour les TPE, c'est absolument gigantesque. Sachant que j'ai lu récemment une étude faite en France où le délai moyen de retard était à peine de 14 jours. Et là-dessus, tout le monde était paniqué en disant 14 jours c'est trop, au-delà de 30 jours de retard, l'entreprise a un risque très important de défaillance. Nous, avec 9 mois de délai de paiement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est absolument astronomique. Il faut financer ce besoin en fonds de roulement, et derrière, on ne trouve pas de ressources pour financer ce BFR supplémentaire. Et généralement, ce sont des marchés publics? Pas simplement des marchés publics, c'est entre entreprises privées. Alors évidemment, l'État a un rôle important à jouer. C'est d'ailleurs pour ça que la loi sur les délais de paiement est en train d'être modifiée actuellement. La CGEM discute avec le gouvernement pour justement impliquer davantage l'État pour qu'elle règle plus rapidement ses créances par rapport aux entreprises privées. Donc ça, c'est une vraie problématique pour 2016. Plus vite on aura réglé ce point, plus vite on pourra se concentrer sur les autres aspects de la PME, notamment le financement. Qu'est-ce que vous attendez de cette loi ? Déjà, concrètement dedans Aujourd'hui, on a une loi qui existe mais qui n'est pas appliquée. Déjà, je souhaite juste qu'elle soit appliquée. Que le délai de 60 jours, 90 jours soit respecté. Si on arrive déjà à ça, ce sera un énorme progrès. On aura beaucoup moins de défaillances
Et le dysfonctionnement vient d'où finalement pour l'application de cette loi? Le dysfonctionnement vient du fait que on a fait 2 poids 2 mesures entre les entreprises privées et les entreprises publiques en termes de taux de pénalité. C'est-à-dire qu'on prévoyait des taux de pénalité de 10% pour les entreprises privées, 3% pour les entreprises publiques. D'autant plus que les entreprises publiques ne sont pas préparées, n'étaient pas préparées à cette loi. C'est-à-dire que même si on impose aujourd'hui un délai de 60 à 90 jours, elles ne sont pas en mesure avec leur fonctionnement de régler dans les temps. Ça illustre toute la difficulté de faire appliquer une loi qui existe. Exactement. Juste pour conclure, justement, vous finissez votre idée, vous me dites que on est dans une situation assez difficile. Oui, effectivement, on est dans une situation difficile. J'attends beaucoup de la loi sur les délais de paiement. À mon avis, c'est la principale mesure à attendre de 2016. En termes de financement pour les TPE-PME, je pense qu'on est sur la bonne voie. Les banques sont mobilisées, l'État est mobilisé. À partir de là, je pense que les choses ne peuvent que s'améliorer. La lutte contre l'informel, aussi des points positifs qui ont eu lieu cette année, avec notamment le statut de l'auto-entrepreneur qui pousse davantage les chefs d'entreprise qui étaient auparavant noirs à rentrer dans la légalité. C'est une très bonne chose. Donc voilà, il y a des points positifs et un gros point en attente, un gros point d'interrogation. Et plutôt optimiste. Plutôt optimiste. Plutôt optimiste. Oui. Donc c'est sur cette note d'optimisme qu'on va finir cette émission. Amine Djouri, responsable PME chez Inforisque, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tableau de bord et un nouveau secteur.